Voilà. Donc bonjour à tous, bienvenue sur Foi et Raison, chaîne de théologie catholique. Donc je suis aujourd'hui en ligne avec le père Thierry Magnin. Vous êtes physicien, théologien, ancien secrétaire général et porte-parole de la Conférence des évêques de France, président recteur délégué de l'Université catholique de Lille. Et vous intéressez depuis des années au dialogue entre foi et raison. Vous avez notamment écrit Les nouvelles biotechnologies en question chez Salvatore en 2013 et Penser l'humain au temps de l'homme augmenté chez Albin Michel en 2017. Et alors récemment, Foi et neurosciences, dialogue sur l'homme vivant en 2022 chez Salvatore. Et c'est ça dont on va parler un petit peu aujourd'hui, les liens entre foi et neurosciences. Voilà, donc en fait, j'avais... Ah oui, d'abord, peut-être vous faites autre chose. Vous avez aussi une chaire, je crois, en lien avec les sciences et neurosciences. Voilà, une chaire de recherche que nous avons montée à l'Université catholique de Lille, qui s'appelle Sciences, technosciences et foi à l'heure de l'écologie intégrale, avec un réseau d'une vingtaine d'enseignants-chercheurs, dont Dominique Lambert, par exemple, de l'Université de Namur. Donc, vous voyez, la Belgique est représentée aussi dans cette chaire. Tout à fait, oui, je connais en plus Dominique Lambert qui a déjà été interviewé sur la chaîne YouTube. Alors, j'ai une première question à vous poser. D'abord, et c'est pas une petite question, en fait, vous dites dans votre livre que l'homme ne peut se réduire à une machine aussi sophistiquée soit-elle. Alors, qu'est-ce qui vous permet d'affirmer une telle chose, finalement? Alors voilà, ça fait longtemps que cette question de la relation et de la différence homme-machine est travaillée dans l'histoire, au niveau philosophique et théologique en particulier. Mais dans le livre dont nous parlons ici, Foi et neurosciences, j'essaie de montrer justement l'évolution des sciences du vivant elles-mêmes sur cette question, à partir de leur propre approche, évidemment, spécifique, qui est différente de l'approche philosophique ou théologique, bien sûr. Il ne s'agit pas de les mélanger. Et en particulier la biologie et les neurosciences, justement. Alors, il y a encore 30 ans, 50 ans, lorsque j'étais jeune, on nous disait tout est génétique, hein, et tout ce sont nos gènes, notre génome, nos gènes qui pilotent l'ensemble de notre développement. Et en effet, les gènes jouent un rôle très important pour la production des protéines et des cellules. C'est évidemment très important. Et en particulier, comme ces gènes correspondent à des codages, eh bien, l'idée est venue, tout à fait normale au niveau scientifique, de dire, eh bien, on va réussir à coder le développement finalement du vivant. Si on peut coder le développement du vivant, on peut le transformer en une information codable et donc en une informatisation finalement des codes du vivant, tout en sachant bien sûr que le vivant est très complexe, qu'il ne suffit pas d'avoir ce qui se passe à l'échelle d'un gène. Le gène est déjà dans un génome avec beaucoup d'autres gènes, il y a des environnements complexes, mais l'idée en tout cas de la machine génétique, on peut dire, était extrêmement forte. Euh, Entre hasard et nécessité, si on prend le titre aussi de Jacques Monod. Bon. Et puis voilà que a surgi depuis maintenant les années 1980-90, mais c'est relativement récent, ce que l'on appelle l'épigénétique, c'est-à-dire cette branche de la génétique qui étudie tout spécialement l'influence de l'environnement sur l'expression des gènes, pas sur leur constitution, sur l'expression des gènes, car ces gènes peuvent s'exprimer, être muets ou pas. Et on montre en particulier en épigénétique, alors il faut être toujours très prudent dans tout ce que nous disons là, la prudence scientifique, ne pas absolutiser tout ce que l'on dit, bien sûr, mais on montre de plus en plus comment non seulement l'environnement biologique, ça on le savait déjà, joue sur l'expression des gènes, mais l'environnement psychique aussi. Et en particulier, on montre comment pour un enfant porté dans le ventre de sa maman, l'expression des gènes du fœtus est non seulement influencée par son environnement biologique à l'intérieur du ventre de la maman, mais aussi par l'état de stress ou de repos de la maman, de son état psychique et en particulier, sans qu'on puisse dire très précisément quels sont les effets très concrets, mais on voit un marqueur d'influence.
Et d'une manière générale, on montre aujourd'hui que les effets de stress, ou bien de plaisir, ou bien de bien-être, les conditions psychiques influencent l'expression des gènes. Autrement dit, la machinerie génétique, et il y en a bien une de machinerie génétique, hein, elle est influencée par le psychisme aussi, et en particulier par le vécu et les choix que nous pouvons poser dans notre vie, plus ou moins consciemment. Donc, il y a une influence de la biologie sur le vécu, mais dans le vécu, en retour, une influence sur la biologie, et en particulier dans le vécu, les choix que nous pouvons faire et que nous pensons parfois très libres de faire. Autrement dit, il y a une spécificité du vécu de chaque individu, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs l'individuation, ce qui fait que, par exemple, deux véritables jumeaux n'auront pas la même empreinte digitale, par exemple, hein, parce qu'il y a des différences épigénétiques. Autrement dit, même s'il y a une partie de machinerie, hein, il y a aussi une interaction avec le vécu, avec les choix, avec la liberté, d'une certaine manière, de chacun. Donc, on ne peut pas dire que tout marche comme une machine qui serait réglée une fois pour toutes et complètement impersonnelle, hein. Voilà. C'est ce que les neurosciences vont à leur manière confirmer. Alors, les neurosciences s'intéressent bien sûr à ces milliards de neurones, ces 100 milliards de neurones, un peu moins paraît-il, que nous avons sous la caboche, véritable informatique, hein, bien sûr, véritable connexion, interconnexion de ces neurones avec les synapses comme interconnexion, donc des possibilités extraordinaires de développement à une échelle électromagnétique, électrochimique, hein, et électrique, si on peut dire. Évidemment, l'intelligence artificielle, on le sait, a comme objectif de copier, voire de faire mieux que justement cette fantastique machinerie de neurones entreconnectés, hein. C'est vraiment ça. Et de fait, quand on est dans une optique comme celle-là, on pense la machinerie du cerveau, hein. Et là aussi, les effets épigénétiques et ce que l'on constate de l'interaction entre l'exercice de l'esprit, de la pensée, hein, et puis l'influence du psychisme et des choix que nous faisons sur notre propre évolution cérébrale vont dans le même sens que ce que je disais tout à l'heure pour l'épigénétique, hein. Autrement dit, oui, la machinerie du cerveau, si je puis dire, joue un rôle très important sur notre manière de penser, d'agir, bien sûr, mais dans la capacité d'une forme de liberté, alors qui se discute beaucoup, hein, bien sûr, que nous pouvons avoir, notre vécu joue aussi sur, et voilà qu'on montre par exemple que la pratique spirituelle, la méditation de pleine conscience, par exemple, qui est si développée aujourd'hui, mais aussi des moines bénédictins, des moines bouddhistes en méditation dont on observe les évolutions cérébrales par IRM, on peut montrer que il y a des marqueurs, hein, de cette pratique spirituelle que évidemment la biologie et les neurosciences ne peuvent pas qualifier, hein, directement, mais ils envoient des marqueurs à leur niveau, hein. On voit des traces du développement cérébral, de certains nombres d'aires cérébrales dans la pratique spirituelle, par exemple. On voit des effets aussi qui sont souvent très intéressants d'ailleurs médicalement pour lutter contre le stress et du coup lutter contre un certain nombre de maladies comme des cancers. Et aujourd'hui, la pratique spirituelle, comme la méditation de pleine conscience, est utilisée comme appoint dans un certain nombre d'hôpitaux pour lutter contre des cancers. Là aussi, on voit une forme d'interaction entre le biologique, l'enchevêtrement des neurones en particulier, le psychique et la pratique spirituelle. Autrement dit, ce n'est pas simplement une machinerie biologique, même s'il y a aussi de la machine, hein, biologique, qui se programmerait simplement comme une simple machine qui n'aurait que des rapports avec l'environnement. Ici, il y a une intrication avec le vécu psychique et même spirituel
Et là, je pense qu'on ne peut plus trop dire que la machine et l'homme sont tout à fait identiques, même si les capacités de la machine d'intelligence artificielle en particulier aujourd'hui peuvent dépasser d'ailleurs nos propres capacités et peuvent nous rendre parfois très circonspects sur une machine qui simule et copie l'homme mieux qu'on aurait pu l'imaginer et fait mieux que lui dans un certain nombre d'éléments. Et enfin, je termine mais on en reparlera un peu plus loin. Euh, Aujourd'hui, les neuroscientifiques nous montrent que l'esprit humain, nos capacités mentales, par exemple, sont intimement liées à nos émotions. Raison et émotion marchent ensemble. Ce qui, lorsque j'étais gamin, on nous disait, si tu veux être un homme raisonnable, surtout ne fais pas droit à tes émotions. Alors évidemment, les émotions peuvent nous rendre complètement déraisonnables, c'est vrai, c'est toujours vrai, mais justement, les neuroscientifiques montrent ces liens, comment il y a entre le senti, le ressenti, l'émotionnel, la valeur que l'émotionnel donne aux idées que nous pouvons développer grâce à nos cartographies mentales. Tout cela est intimement lié. Autrement dit, pour penser, on pense avec tout son corps d'abord, pas simplement qu'avec son cerveau, hein. Et donc, les anglophones ont déjà bien compris ça, puisqu'ils parlent du mind-body problem, alors qu'en français, on dit souvent la relation cerveau-esprit. Bon, c'est beaucoup plus restreint. On pense avec tout son corps, non seulement parce que le système nerveux est développé partout, mais les ressentis, les sentis, les émotions, les sentiments jouent en interaction avec le développement de l'esprit, et les théories de l'esprit essayent d'en parler. Autrement dit, on voit bien que une machine, elle ne peut pas, elle n'a pas de corps, une machine, elle n'a pas de corps. Elle peut simuler des émotions, mais elle ne peut pas, au jour d'aujourd'hui, en tout cas, éprouver des émotions, hein, alors que le corps éprouve. Et s'il y a des liens entre l'éprouvé et la génération des idées et l'esprit, eh bien, on voit que la machinerie humaine est bien plus complexe à ce niveau-là qu'une machinerie informatique. Ok, merci beaucoup. Alors ma question suivante, c'était justement aussi quel type de lien, est-ce que vous pouvez aller un petit peu plus loin sur les types de liens que vous faites ou que vous voyez entre foi et neurosciences? Et pourquoi faudrait-il faire ce lien? Pourquoi faire ce lien? Alors, il n'y a pas de... Les liens dont je vais parler sont des liens qui peuvent nous aider à grandir. C'est ça qui est intéressant. Ce ne sont pas des preuves et je ne cherche pas des preuves de la foi chrétienne à travers les sciences. Ce n'est pas mon optique. Mais par contre, lorsque les sciences ont pu à un moment donné faire penser que l'homme était une machine et que la vision, par exemple, chrétienne de l'homme créé à l'image de Dieu, c'était une pure illusion, évidemment, hein, qu'on est intéressé de voir aussi comment les sciences elles-mêmes évoluent par rapport à cette idée de la machinerie, hein. Et surtout, ce qui m'intéresse dans ce cadre-là, c'est du coup de montrer non pas une preuve, mais une résonance, et c'est ce que j'essaye de développer, une résonance très intéressante pour tous ceux qui essayent de grandir en humanité, si je puis dire, hein, et c'est quand même intéressant pour tout le monde, quelle que soit la religion à laquelle on appartienne ou sans religion, et pour la société elle-même, entre cette interaction que j'ai développée dans la question précédente, entre le biologique, le psychique et la pratique spirituelle, quelle qu'elle soit d'ailleurs, hein, cette pratique spirituelle ici, pas forcément chrétienne, cette interaction-là, et puis l'une des grandes traditions de l'anthropologie chrétienne, qui n'est pas la seule dans l'histoire du christianisme, bien sûr, mais qui est particulièrement importante, et moi qui viens de la région Rhône-Alpes, je suis très sensible à la manière dont Saint Irénée de Lyon l'a très fortement développé, en s'appuyant sur Saint Paul notamment. Corps, âme, esprit, on disait du temps de Saint Irénée, l'homme créé à l'image de Dieu, comme à sa ressemblance, avec une interaction entre la chair, dit même Sarx, hein, dit même Saint Irénée de Lyon. Et il a cette phrase extraordinaire, il dit la chair à elle seule n'est pas l'homme complet, parfait, ça correspond à son corps. La,
l'âme, et dans l'âme, il met les affects, l'intelligence, la volonté, l'intellect, comme on dit chez les médiévaux. Eh bien, l'âme est très importante, mais elle n'est qu'une partie de l'homme. Et l'esprit au sens spirituel, la fine pointe de l'âme, comme disent les médiévaux, l'esprit au sens spirituel n'est pas non plus l'homme complet. Ce qui fait l'homme complet, c'est la crasis, l'interaction, l'intrication, on pourrait dire aujourd'hui, entre ces trois dimensions. Et c'est assez extraordinaire de voir que bien des siècles après, Saint-Irénée de Lyon, c'est le deuxième siècle. Hein. Évidemment, la neuroscience, c'est la biologie. Alors, la biologie, oui, mais les neurosciences, c'est pas à l'ordre du jour. Eh bien, comment, par leur propre biais, les sciences du vivant aujourd'hui trouvent des éléments qui sont en résonance, me semble-t-il, avec cette anthropologie. Et je pense que pour tout le monde, c'est particulièrement important de voir que non, l'humain n'est pas une machine. Il y a une complexité du vivant d'ailleurs, mais de l'humain en particulier, beaucoup plus grande que celle d'une machine. Il y a une interaction entre ces trois dimensions et du coup une forme d'interaction entre une robustesse liée à la machinerie et une vulnérabilité liée à une sensibilité à l'environnement particulièrement fort et on va qualifier le vivant d'un mélange entre robustesse et vulnérabilité au sens de la vulnérabilité où on se laisse influencer et transformer par son environnement dans la liberté. C'est très intéressant au niveau anthropologique d'avoir toutes ces approches-là. C'est très intéressant au niveau de ceux qui veulent se construire. C'est très intéressant pour travailler sur la liberté de l'homme en croissance personnelle et puis collectivement en humanité. Ok, alors ma troisième et dernière question avant la fin de cette première partie, ce serait, alors c'est une question importante selon moi, certains prétendent que grâce aux sciences, notamment à la biologie, l'évolution, etc., on pourrait expliquer pourquoi les humains croient, ou en tout cas ont besoin de croire, et ce qui serait un argument en faveur de l'athéisme. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Oui, je pense que nous avons dans notre biologie et dans notre psychisme, si je puis dire, hein, ce que les Grecs appelaient le bios. Hein. Le bios, c'est pas simplement la biologie, c'est l'éthos aussi, hein, c'est l'éthique de vie. On pourrait dire dans la chair et la psyché. Eh bien, nous avons des structures qui permettent en effet le besoin de croire sans racine. Nous sommes incarnés, hein, très fortement incarnés, et le besoin de croire sans racine dans cette alliance entre la chair et le psychisme. Et bien sûr, on peut comprendre que devant l'adversité, devant la souffrance, devant le mal, devant un instinct de survie, fait aussi que on a un besoin de croire. Oui. Voilà. Et en tout cas, ce besoin de croire, il est ancré dans notre biologie, ça, je le crois. Et justement, c'est ça qui est très intéressant, c'est que le vivant lui-même, il est constitué pour survivre. Hein. Ce que nous montrent les biologistes, c'est il y a un principe qui s'appelle l'homéostasie. On emploie aussi le mot autopoïèse, mais l'homéostasie, c'est-à-dire cette capacité qu'a le vivant de survivre et de se déployer. Il y a une force de vie une résilience extraordinaire que l'on voit d'ailleurs très fortement dans l'évolution des vivants. Hein. Et que elle touche à la fois le biologique et le psychique, et il y a ce besoin de croire. Mais justement, on peut dire, oui, que ce besoin de croire, il est enraciné dans un besoin homéostasique, on pourrait le dire, le besoin de croire. Et c'est ça justement la fantastique alliance entre le bios et ce que les Grecs appellent la zoé, dont l'une des traductions, il y en a plusieurs, mais l'une des traductions, c'est l'esprit au sens spirituel. Hein. C'est que ce besoin de croire, il peut venir rencontrer justement le, l'action de Dieu, l'Esprit Saint, on dira dans le monde chrétien. Hein. L'Esprit de Dieu
Et justement, peut-être qu'aujourd'hui, avec ce que j'ai essayé de montrer de l'évolution des sciences du vivant, on peut mieux comprendre l'alliance entre la chair et l'esprit, justement, l'esprit au sens spirituel du terme, hein. Oui, il y a un besoin de croire, un besoin qui est peut-être un besoin assez primaire, et justement, dans les religions révélées, on me dit souvent, mais est-ce que vous croyez, vous, aux religions révélées? Justement, ça a l'air de passer par-dessus notre liberté. Mais justement, le christianisme en particulier, c'est la capacité de passer du bios à une liberté, c'est-à-dire de passer de la survie à la vie, hein. Nous ne sommes pas faits pour la survie uniquement. Alors, quand il y a le Covid, on est bien content d'être en position survie et d'avoir de la résilience à ce niveau-là, mais on est fait pour la vie. Et la vie, c'est l'alliance du bios et de la zoé. Et il me semble que les circonstances aujourd'hui montrent que cette alliance, elle trouve de nouveaux échos extrêmement intéressants et que du coup, oui, on peut dire il y a un besoin de croire qui est biologico-psychique, mais ce besoin de croire biologico-psychique, il rencontre justement une liberté, un autre, un tout autre, diront les juifs, et les chrétiens diront que ce tout autre, il est finalement plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes. Et c'est bien une alliance entre la chair et l'Esprit Saint, extrêmement intéressant, entre la sarx, la psyché et le pneuma, comme disent les Grecs. Et on sait bien que notre nous, notre esprit aussi, notre intellect, il est ouvert à cet infini. Il est attiré par cet infini. C'est ce qui fait que l'homme s'est toujours posé la question de Dieu. Tout ça, ce n'est pas systématique, c'est une condition de liberté, je dirais, et de rencontre et d'alliance entre Dieu et l'humanité. Je ne veux l'imposer à personne. Je dis qu'on peut mieux, peut-être, la comprendre à travers les évolutions d'aujourd'hui. Dialogue sur l'homme vivant. Qu'est-ce que disent les sciences du vivant sur l'homme aujourd'hui? Qu'est-ce que disent des traditions comme la tradition chrétienne? Et on pourrait penser à d'autres traditions religieuses, bien sûr. Et comment cela peut non pas coller, on ne cherche pas à ce que ça colle, mais comment cela peut être pour nous très aidant pour grandir dans la liberté et pour construire une société qui vaille le coup. Eh bien, merci beaucoup Thierry Magnin. C'était tout pour cette première partie qui était très intéressante sur les apports entre foi et neurosciences. Donc, je rappelle, vous avez écrit un livre qui s'appelle Foi et neurosciences, dialogue sur l'homme vivant, publié chez Salvatore. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne Foi et Raison. Merci.